Participer à un bombardement stratégique en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale signifiait une espérance de vie très courte. Dans les meilleures circonstances, grimper sur l'aile d'un avion en flammes, la nuit sous les tirs ennemis, est très loin d'être une bonne situation. Mais cela n'a pas arrêté un aviateur courageux qui a survécu pour raconter son histoire. Nous sommes dans la nuit du 26 au 27 avril 1944. 215 bombardiers lourds Lancaster de la Royal Air Force et 11 avions polyvalents. Mosquito se prépare pour un important raid sur la ville allemande de Schweinfurt. La célèbre usine de roulement à billes de la ville avait déjà été la cible d'une série de raids en 1943. Cependant, ce raid de suivi n'est qu'une diversion destinée à détourner l'attention d'une attaque bien plus massive contre la ville d'Essen, dans la vallée de la Ruhr, le cœur de l'industrie allemande. Le sergent Norman Jackson, âgé de 25 ans, se prépare pour son vol en tant que membre de l'équipage d'un bombardier Avro Lancaster. Il avait rejoint la Royal Air Force au début du conflit, servant au sol en Afrique, puis s'est porté volontaire pour le 106e escadron en juillet 1943 comme ingénieur de vol. Jackson ne comprenait pas pourquoi il avait quitté son poste sûr de mécanicien au sol pour le combat, déclarant plus tard « Je ne sais pas pourquoi je voulais vivre ». Pourtant, sa chance a perduré, et il a survécu à plusieurs raids en Allemagne, dont au moins 5 sur Berlin. Sa mission la plus récente, une attaque contre Munich, au cœur du Reich. Comme il avait déjà accompli les 30 missions requises, il pouvait rentrer chez lui auprès de sa femme. Mais comme l'une de ces missions avait été effectuée avec un équipage différent, il souhaite accomplir sa dernière mission avec son équipage habituel. Peu de temps avant son dernier décollage, Jackson est informé de la naissance de son premier enfant. Les Alliés avaient adopté un programme de bombardement 24 heures sur 24 avec l'armée de l'air américaine qui volait de jour pour maximiser la précision, tandis que la Royal Air Force volait de nuit. Voler dans l'obscurité était moins précis, mais la couverture de la nuit était plus sûre que de voler en plein jour. Plus sûr, bien sûr, est un terme relatif. Pourtant, les choses se passaient bien au début, du moins. Partant de leur base à Metheringham, dans l'est de l'Angleterre, le Lancaster traverse la Manche vers l'Allemagne. L'appareil vole à une altitude d'environ 20 000 pieds, soit environ 6100 mètres lorsqu'il approche de la cible. Maintenant, le cap, le Lancaster effectue sa passe d'attaque et largue sa cargaison. Étonnamment, il rencontre peu de résistance, et Jackson ainsi que le reste de l'équipage sortent de l'attaque indemnes. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter. Alors qu'ils rentrent chez eux, le Lancaster est repéré et attaqué par un chasseur de nuit allemand. Il y avait une certaine ambiguïté quant au type de chasseur que c'était. Après tout, cela s'est déroulé dans l'obscurité totale, mais il est fort probable que le bourreau du Lancaster était un Focke-Wulf 190. Le Focke-Wulf 190 chasseur monoplace fut l'un des avions allemands les plus efficaces durant la guerre. Doté de mitrailleuses et de canons de 20 mm, le chasseur tire une rafale mortelle de plomb et d'explosifs transperçant le bombardier. Le pilote du Lancaster, l'officier pilote Fred Mifflin, commence des manœuvres d'évasion. Tentative vaillante, mais un Focke-Wulf 190 était bien plus maniable qu'un bombardier lourd, et le Lancaster encaisse plusieurs coups. Norman Jackson est blessé par des éclats d'obus et s'effondre, touché à la jambe droite et à l'épaule. Lorsqu'il reprend ses esprits, il se rend compte qu'il y a un problème bien plus grave. Un incendie s'est déclaré sur l'aile tribord, et il se propage dangereusement près de l'un des réservoirs de carburant de l'appareil. Faisant abstraction de ses blessures, Jackson sait que si les flammes se propagent davantage, les conséquences seraient catastrophiques. Plutôt que de laisser cela arriver, il prend une décision ferme. Jackson demande la permission au pilote d'essayer d'éteindre les flammes. Et voyant la situation désespérée dans laquelle il se trouve, Miff accepte. Le plan, si on peut l'appeler ainsi, était audacieux. Le plan consiste à ce que Jackson saisisse un extincteur portatif, sorte du fuselage du bombardier en flammes, grimpe sur l'aile et éteigne les flammes avant que l'avion n'explose. Gardez à l'esprit que le bombardier se trouvait toujours à 20 000 pieds d'altitude au-dessus du territoire ennemi. Voyageant à environ 320 km à l'heure dans l'obscurité de la nuit et par des températures proches de zéro, avec un chasseur allemand toujours à leur trousse, il n'y a absolument aucune chance que quelque chose puisse bien tourner. Alors n'ayant pas d'autre choix et avec l'approbation du pilote,
Jackson attache son parachute et glisse un extincteur dans sa veste. Il éjecte ensuite la trappe de secours au-dessus de la tête du pilote et grimpe sur le fuselage du Lancaster. Les choses ne se passent pas comme prévu. Presque immédiatement, le parachute de Jackson se déploie, répandant de la soie dans le cockpit et menaçant de l'arracher à l'appareil. Heureusement, Miff, le bombardier et le navigateur, faisant preuve de sang-froid, attrapent la verrière et l'empêchent d'être emporté. L'équipage laisse filer un peu de corde à la fois, et Jackson progresse lentement le long du fuselage en direction de l'aile en feu. Il glisse. Son équipage regarde avec horreur alors qu'il se précipite vers la prise d'air de l'aile, s'agrippant désespérément pendant que l'extincteur s'échappe de sa veste et disparaît dans l'obscurité. À ce moment-là, le chasseur allemand effectue un autre passage, 2 balles transperçant l'arrière de ses jambes. Les flammes continuent de brûler et elles lèchent Jackson alors qu'il s'agrippe au métal, provoquant de graves brûlures à ses mains et à son visage. Finalement, même cet exploit surhumain de détermination atteint ses limites, et Jackson est forcé de lâcher prise, se retrouvant suspendu dans le souffle de l'avion. Alors que l'incendie devient incontrôlable, Miff prend la décision d'abandonner le bombardier en détresse. Et l'équipage pousse le reste du parachute de Jackson hors de l'appareil avant de se préparer eux-mêmes à sauter. À l'époque, les parachutes étaient en soie, ou plus tard pendant la guerre, en nylon. Peu importe le type utilisé par Jackson, aucun de ces matériaux n'est particulièrement résistant au feu. Et la voilure commence à brûler alors que Jackson effectue une chute peu gracieuse vers le sol. Le reste de l'équipage, l'officier aviateur Fred Mifflin et le sergent de vol Norman Johnson, mitrailleur de queue, ont malheureusement été tués au combat. Les sergents de vol Frank Higgins, Maurice Toff, Ernest Sandlens et Walter Smith s'échappent qu'aux sains et saufs de l'avion, mais sont capturés par les Allemands et envoyés dans un camp de prisonniers de guerre. Pour Jackson, le parachute en feu ralentit sa descente, mais pas suffisamment, et il atterrit violemment, se fracturant une cheville en touchant le sol. Avec la combinaison des blessures causées par les éclats d'obus, les mains brûlées, l'œil droit enflé et la cheville cassée, il est dans un triste état, mais parvient tout de même à ramper jusqu'à un village voisin. Une fois sur place, il frappe à la porte du cottage le plus proche, où un fermier furieux lui ouvre et le traite de gangster de Churchill. Les 2 filles de l'homme, présentes au cottage, prennent en pitié l'aviateur et soignent ses blessures. Jackson lui-même trouve cette scène plutôt amusante, déclarant plus tard, je cite, « J'étais allongé là comme un seigneur. J'ai commencé à penser que j'étais plutôt chanceux. » Il est finalement capturé par l'armée allemande et passe 10 mois dans un hôpital avant d'être envoyé dans un camp de prisonniers de guerre. Il tente de s'évader à 2 reprises, et réussit la seconde fois, puis il est récupéré par des éléments de la 3e armée de Patton près de Munich. Pour ses actions audacieuses, le sergent-chef de l'aviation Norman Jackson est promu adjudant et reçoit la Victoria Cross des mains du roi George VI lui-même. Après la guerre, Jackson s'est installé avec sa femme, a eu 6 enfants et a travaillé comme représentant en whisky. Malgré ses efforts pour vivre normalement, ses souvenirs de service persistent. Il porte des cicatrices sur ses mains brûlées, admet avoir des cauchemars liés à ses expériences et souffrir fréquemment de dépression. Norman Jackson est décédé en 1994 à l'âge de 74 ans. Toujours humble, il parlait rarement de ses expériences et a toujours pensé qu'il ne faisait que son devoir. Mon rôle en tant qu'ingénieur de vol était de sortir l'équipage des ennuis. J'étais le membre le plus expérimenté de l'équipage et ils comptaient tous sur moi pour agir. Il y a beaucoup de façons de détruire un sous-marin. Lancer des couteaux et tirer des fusées éclairantes n'en font pas partie. Mais cela n'a pas empêché l'équipage d'un destroyer ingénieux de transformer une bataille en haute mer en quelque chose qui ressemblait plutôt à une bagarre de bar. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les U-boats allemands ravagent les convois alliés dans l'Atlantique. Avec cette ligne de vie logistique vitale menacée d'être coupée, les Alliés déploient d'énormes efforts dans la lutte anti-sous-marine. Une grande partie des forces navales pouvaient être utilisées pour l'escorte, agissant en quelque sorte comme des chiens de berger pour protéger les navires de marchandises vulnérables contre les meutes de loups de U-boats, un nom bien choisi. Certains navires reçoivent une mission plus proactive. Entre en scène le groupe 2114, composé du porte-avions d'escorte amiral USS Card et de 3 destroyers de classe Clemson, l'USS Goff, l'USS Barry
et l'USS Bory. Leur mission est simple, patrouiller l'Atlantique, trouver les U-boots allemands et s'assurer qu'ils restent sous l'eau de façon permanente. Fin octobre 1943, le groupe patrouille dans l'Atlantique Nord. Au même moment, une meute de 6 sous-marins, comprenant le U-405, rejoint un sous-marin de ravitaillement. L'U-405 est un type 7C, le cheval de bataille de la Kriegsmarine commandé par le capitaine de corvette expérimenté Rolf Heinrich Hoffmann. La meute de loups procède à des opérations de ravitaillement. Lorsqu'ils sont repérés et brièvement attaqués par des avions du USS Carl, le Bory est envoyé pour enquêter sur la zone et rencontre son premier sous-marin, le U-256. Après 3 charges de profondeur, le bord voit une nappe de pétrole et pense que le sous-marin a coulé, alors qu'il a en fait survécu et regagné le port endommagé. Dans la nuit du 31 octobre 1943, le radar du Bory détecte quelque chose, et le commandant, le lieutenant Charles Hutchins, donne l'ordre d'enquêter. Lorsque le Bory se trouve à moins de 2800 yards, le contact radar disparaît. Le U-405 plonge alors. En mer agitée, le destroyer repère le sous-marin au sonar et engage le combat. Un dysfonctionnement provoque le tir simultané de toutes les charges de profondeur dans les racks. L'explosion qui s'ensuit est intense, et la poupe du bord est soulevée hors de l'eau, forçant l'U-405 à faire surface. Hutchins ordonne d'allumer le projecteur, et, avec le sous-marin clairement visible, les canons du destroyer peuvent ouvrir le feu. Nul ne sait pourquoi, mais l'U-405 ne peut pas plonger à ce moment. Alors, plusieurs membres d'équipage tentent de riposter en utilisant les canons de pont. Cependant, ces hommes commencent à peine à tirer qu'ils sont tués par les tirs des canons anti-aériens de 20 mm du bord. À ce moment, un marin allemand se tient sur la tour de commandement et agite frénétiquement les bras comme pour se rendre. Hutchins donne l'ordre de cesser le feu. Malheureusement, l'un des marins qui manie un canon de 4 pouces a enlevé son casque et n'entend pas l'ordre. Il continue donc de tirer. Le marin allemand est violemment abattu. Le U-405 entame des manœuvres d'évasion, menant le Bory dans une poursuite intense avec échange de tirs. Le temps se dégrade, les vagues deviennent plus violentes et la visibilité diminue. C'est moins efficace que prévu. Après quelques minutes, Hutchins choisit une autre tactique. Avec toutes les armes dont il dispose, il tente quelque chose tout droit sorti de l'âge du bronze. « Préparez-vous à l'éperonnage !» crie-t-il. Augmentant la vitesse à 25 nœuds, la proue du Bory est dirigée droit vers l'U-405. Hoffmann ordonne au sous-marin de tourner, mais il est trop tard. Juste avant l'impact, cependant, une grosse houle soulève le Bory, qui retombe ensuite sur le pont du sous-marin entre l'étrave et le gaillard d'avant, verrouillant ainsi les navires ensemble. Les canons de pont des 2 navires ne peuvent pas être suffisamment élevés ou abaissés pour être efficaces. Heureusement pour le Bory, l'équipage est préparé précisément à ce genre de situation. À part les servants des canons et la Black Gang, qui sont les membres de l'équipe de contrôle des incendies, et les marins de la salle des machines, les autres membres d'équipage se précipitent à leur poste, armés de pistolets de mitrailleurs, Thompson, pistolets, fusils à pompe anti-émeute et tout ce qu'ils trouvent. Et ils se précipitent sur le côté bâbord pour ouvrir le feu sur les Allemands. Il manque d'armes légères pour tous, il faut donc être créatif. Au milieu des combats, l'un des marins du bord aperçoit un Allemand sur le pont du sous-marin, lui lance son couteau et le plante dans son ventre. Un autre tire une fusée éclairante, à bout portant, et un marin de la Kriegsmarine sombre dans l'eau, lorsqu'il est projeté par-dessus bord par une douille à l'aide de canon de 4 pouces lancés. Comme le dit le proverbe, si c'est stupide mais que ça marche, alors ce n'est pas stupide. Au bout d'environ 10 minutes, les 2 navires commencent à s'éloigner l'un de l'autre. Les pertes du U-405 sont catastrophiques, avec seulement 14 hommes, sur les 49 d'origine encore debout. Le Bory subit d'importants dégâts, et la coque est percée de trous. La salle des machines avant est en train d'être inondée, et l'équipage travaille frénétiquement pour colmater les fuites. Ils travaillent dans l'eau jusqu'au cou pour garder le navire à flot et les moteurs actifs. Le U-405 tente de fuir à nouveau, mais il est pris en tenaille, et touché par une autre salve de canon de 4 pouces. Même dans cet état, le sous-marin a un rayon de braquage plus court que le destroyer et aligne les tubes arrière sur le Bory. « Éteignez cette lumière », ordonne Hutchins, et les projecteurs s'éteignent. Ne voyant pas le destroyer, Hoffmann ordonne au sous-marin de fuir. Une fois qu'il se détourne, le projecteur est rallumé,
et les tirs reprennent. Faute d'alternative, U-405 tente de retourner la situation contre le Bory et lance une attaque d'éperonage. Le destroyer lance 3 charges de profondeur puis vire vers le sous-marin frôlant le Bory. Après les charges de profondeur, le U-405 est stoppé dans l'eau. N'ayant pas d'autre choix, Hoffman se rend et ses 14 hommes survivants montent à bord des radeaux de sauvetage. Ils lancent des fusées éclairantes pour signaler leur position et le Bory manœuvre pour secourir les survivants. Malheureusement, au loin, des fusées de réponse s'élèvent dans le ciel. Aucun navire américain n'est là, donc ce signal indique qu'un autre sous-marin allemand approche. Après avoir subi de lourds dégâts et utilisé autant de munitions, l'USS Bory n'est pas en état d'affronter le reste de la meute de loups. Pire encore, l'opérateur sonar entend le bruit distinctif d'une torpille qui fonce droit sur eux. Le navire commence des manœuvres d'évasion, et plusieurs membres d'équipage voient une torpille les rater de justesse, à quelques mètres près. La trajectoire en zigzag du Bory a écrasé les radeaux de sauvetage de l'U-405, tuant tous ceux à bord. Les 49 membres d'équipage du sous-marin périssent tous lors de l'engagement. L'USS Bory s'échappe sans autre contact avec l'ennemi, mais ce n'est pas la fin de son épreuve. L'eau de mer envahit toujours le navire, et l'équipage s'active pour le maintenir à flot et sous tension. Ils passent le reste de la nuit à faire tout ce qu'ils peuvent, et vont même jusqu'à jeter les torpilles, leurs lanceurs, les canons de 20 mm, les obus supplémentaires de 4 pouces, et tout ce qui peut être épargné, dans une tentative désespérée d'alléger le navire. Le 1er novembre à 9h, la dernière turbine s'arrête et le Bory reste immobilisé en mer. Un message radio est envoyé et reçu par l'USS Card à 11h10. L'USS Goff et l'USS Barry sont dépêchés, tandis que le Card envoie des avions qui localisent dans le Bory. Sauver le Bory est sans espoir. Alors vers 16h30, Hutchins ordonne d'abandonner le navire. Il monte dans les radeaux de sauvetage pour être transféré sur le Goff et le Barry, mais la haute mer et l'eau glaciale font chavirer certains des canaux. 27 hommes succombent à la noyade ou à l'hypothermie. L'USS Bor est ensuite sabordé à l'aide de charges sous-marines et de bombes larguées par les avions. Puis il sombre sous les vagues. Au cours de ce combat inhabituel, aucun des hommes du bord n'a été tué lors de l'affrontement. L'équipage a reçu une citation présidentielle et la Navy Cross a été remise à Hutchins et 2 autres membres. Un an plus tard, un autre destroyer nommé USS Bor a été mis en service, poursuivant l'héritage de l'une des rencontres navales les plus inhabituelles de la Seconde Guerre mondiale. Un pont trop loin. La 82e division aéroportée traversant la Vaal. Après le débarquement de Normandie en 1944, les Alliés de l'Ouest ont percé les défenses allemandes, reprenant de vastes zones de territoire occupées. À la fin de l'été, le haut commandement a planifié une opération pouvant terminer la guerre avant Noël. Appelée Opération Market Garden, l'offensive combinait des actions aéroportées et blindées. La première division aéroportée britannique, la première brigade parachutiste indépendante polonaise et les 82e et 101e divisions aéroportées américaines devaient être larguées sur des points stratégiques aux Pays-Bas pour sécuriser des ponts importants, tandis que le 30e corps britannique avancerait, franchissant les ponts capturés et entrant en Allemagne par le nord. La 82e division aéroportée sous le commandement du général de brigade James Gavin avait notamment pour objectif de sécuriser les ponts qui traversèrent la rivière Vaal, à la ville de Nimègue, un pont ferroviaire et un pont routier. Lors de l'avancée allemande à travers les Pays-Bas, les ponts ont été détruits, mais ont été réparés par les ingénieurs allemands. Pour le succès de l'opération Market Garden, il était essentiel de capturer ces structures intactes. Le 17 septembre 1944, l'opération Market Garden a débuté. Après l'atterrissage, les parachutistes se sont précipités pour sécuriser leurs objectifs. Voyant l'approche de la 82e division aéroportée, les Allemands ont détruit plusieurs petits ponts sur le canal, bien qu'au moins un ait été capturé. Ils ont lancé une offensive vers Nimègue et ses ponts vitaux, mais ont été retardés. Ils se sont préparés à affronter un millier de panzers censés être dans une forêt voisine, mais cela était faux. Lorsqu'ils sont entrés dans la ville, les Américains ont été accueillis en libérateurs par les habitants néerlandais, mais les célébrations ont été interrompues lorsque les Allemands ont contre-attaqué. Le général allemand Walter Model avait dépêché la 10e division Panzer SS pour empêcher que le pont ne tombe aux mains des Alliés. Une bataille féroce s'ensuivit, et avec l'arrivée des renforts allemands,
la 82e division aéroportée ne put capturer l'objectif. Ils avaient besoin du soutien des forces armées britanniques, bien que le plan de Market Garden exigeait que les ponts soient capturés avant leur arrivée. Le 19 septembre, la cavalerie blindée de la garde arriva à Nimeg, où les généraux Gavin et Brian Horrocks tinrent une conférence. Il fut conclu qu'une attaque frontale sur le pont serait trop coûteuse. À la place, Gavin proposa ce qui semblait être de la folie. Les deux côtés, nord et sud, du pont seraient attaqués simultanément, avec une attaque combinée de chars britanniques et de parachutistes américains. Le principal obstacle était que les forces alliées étaient au sud de la rivière Vaal, un affluent du Rhin large de 400 yards à fort courant. Comme solution, Gavin proposa que les parachutistes traversent la rivière en bateau, à environ 1 mile en aval, attaquer les Allemands sur le côté nord du pont, en même temps que l'assaut principal venant du sud. Sceptique, mais sans alternative, Horrocks accepta le plan, qui était prévu pour le lendemain, le 20 septembre, vers 8h30. Le lendemain matin, les Alliés lancèrent l'attaque, le premier objectif étant de sécuriser Nimeg sur la rive sud du fleuve. Pendant ce temps, le 3e bataillon du 504e régiment se préparait à l'opération amphibie, soutenu par les chars Sherman de la garde irlandaise et l'artillerie du Leicestershire Yeomanry. Le plan rencontra des complications presque immédiatement. Les renforts du 325e régiment d'infanterie aéroporté attendu furent retardés par le mauvais temps en Grande-Bretagne, les privant de la main-d'œuvre nécessaire. De plus, les bateaux nécessaires, fournis par des ingénieurs britanniques, mirent du temps à arriver depuis Hell's Highway. La fine artère d'approvisionnement était une route étroite, souvent bloquée par des embouteillages et des véhicules détruits entravant la circulation. Et les bateaux arrivèrent en retard. Lorsqu'ils arrivèrent en temps fin, les parachutistes furent, pour le moins, déçus. Fabriqués en toile et en contreplaqué, ils étaient encore les plus adaptés à la pêche ou à une paisible mare qu'à une opération amphibie sur l'un des plus grands fleuves d'Europe. Le 3e bataillon installa les bateaux, 13 hommes et 3 ingénieurs chacun, puis entama la traversée. Tandis que les hommes entrèrent dans l'eau, les chars et l'artillerie assuraient un tir de couverture et lançaient des écrans de fumée pour protéger les parachutistes. De plus, 8 chasseurs Typhoon de la Royal Air Force mitraillèrent la rive nord avant le débarquement. Malgré ces préparatifs, la catastrophe survint. Les hommes qui étaient parachutistes, non marines, et peu expérimentés en opérations amphibies. Les bateaux surchargés s'enlisèrent dans les berges boueuses, et il était difficile de les dégager. D'autres poussèrent leurs bateaux vers des eaux plus profondes pour éviter de s'embourber, puis montèrent à bord ensuite. Mais beaucoup chavirèrent et durent être redressés, tandis que le courant rapide du Vaal fit dériver certains bateaux hors de contrôle. Finalement, assez de bateaux purent entamer sérieusement la traversée. Mais l'écran de fumée s'était dissipé plus rapidement qu'espéré, et les Allemands sur la rive opposée ouvrirent le feu avec des mitrailleuses et des mortiers. Le commandant Julien Cook, chef du 3e bataillon, se trouvait dans le bateau de tête. Catholique fervent, il priait le rosaire à chaque coup de rame, le rythme de sa prière donnant la cadence au reste de ses hommes avec lui. L'efficacité de cette chanson de marin improvisé était limitée par le manque de rames. Les hommes improvisaient, en utilisant la crosse de leurs fusils, leurs mains, n'importe quoi pour traverser. Avec de telles cibles hésitantes, les mitrailleuses, chars et mortiers allemands commencèrent à abattre les parachutistes en difficulté, pilonnant les bateaux en toile avec tout ce qu'ils avaient dans leur arsenal. Des trous perçaient les coques fragiles, et les survivants écopaient l'eau avec leurs casques, bouchant les fuites avec du tissu, dans une tentative désespérée de rester à flot. Sur les 26 bateaux du premier trajet, seuls 11 revinrent sur la rive sud pour la 2e vague. Ceux qui n'ont pas traversé faisaient encore face à de sérieux obstacles. La position allemande principale était une digue à l'extrémité d'un champ de 370 mètres de large. Les hommes, après avoir repris leur souffle, ont fixé leurs baïonnettes et chargé. Un bref échange de tirs permit aux Allemands présents de nettoyer ce point fort défensif. Pendant ce temps, le reste du bataillon a traversé, la majorité du 3e bataillon étant sur la rive nord du Vaal. Ils ont avancé vers le pont ferroviaire et après avoir détruit plusieurs positions allemandes, en ont sécurisé l'extrémité nord. Des combats plus intenses suivirent, mais la partie nord du pont de Vaal fut aussi capturée. Au même moment, Nimeg était progressivement capturé par les forces armées britanniques et les parachutistes américains, qui combattaient parfois de toit en toit.
Le soir, les Alliés contrôlaient les deux extrémités du pont. La SS a tenté de détruire le pont en plaçant des explosifs, mais ils n'ont pas explosé. On allègue que Jan van Hoff, membre de la résistance néerlandaise, aurait désactivé les charges quelques jours plus tôt, mais cela reste impossible à confirmer. Les chars britanniques pouvaient franchir Laval. Leur objectif, à Arnhem, à 16 km, la première division aéroportée britannique et la première brigade de parachutistes polonais subissaient une contre-attaque allemande. Au lieu d'avancer pour les secourir, cependant, les chars britanniques se sont retranchés, ayant reçu l'ordre de tenir le pont à tout prix, et aucune instruction supplémentaire pour foncer vers Arnhem n'a été donnée. En raison d'une combinaison de facteurs, allant de la tombée de la nuit à l'arrivée de renforts allemands, en passant par des problèmes logistiques et des poches de résistance allemande dans la région de Nimègue, l'avancée vers Arnhem a été retardée. En l'apprenant, les parachutistes étaient furieux, ayant effectué la traversée en plein jour, sacrifiant leur vie en pensant que chaque instant comptait, au lieu d'attendre la nuit. Lors de la traversée et des combats suivants, 134 hommes du 3e bataillon et leurs ingénieurs ont été tués, blessés ou portés disparus, soit plus de la moitié de l'unité. Il y avait cependant peu de choses qu'ils pouvaient faire, si ce n'est fortifier leur position et attendre de nouvelles instructions. Finalement, après quelques jours de combats supplémentaires, il a été décidé qu'Arnhem était trop difficile à tenir, et que les Alliés devaient consolider leur ligne de front autour de Nimègue. Les parachutistes à Arnhem ont essayé de percer au sud pour retrouver leurs alliés, ce qui suscite encore aujourd'hui de vifs débats, allant de la 82e division qui n'a pas réussi à capturer les ponts avant l'arrivée des chars, à l'échec de la poussée vers Arnhem. Problèmes logistiques, communication, météo et autres raisons. L'opération Market Garden a finalement été un échec. Malgré cela, la mémoire des hommes héroïques qui se sont battus perdure. 40 ans après la bataille, un monument en l'honneur de ceux qui sont tombés a été érigé. En 2013, un 3e pont traversant Laval a été inauguré, appelé l'Overstake ou la Traversée. Il comporte 48 lumières, une pour chaque homme tombé en essayant d'atteindre un pont trop loin.